on est très heureux que vous soyez là avec nous ce matin. En fait, ce matin, on veut faire le point sur la question du règlement sur les éoliennes qu'on a déposé en novembre dernier. Vous savez qu'on a déposé ça en novembre dernier, donc au gouvernement du Québec. Je vais commencer par peut-être un peu un historique au niveau du dossier des éoliennes en tant que tel, parce que ce dossier-là a débuté en novembre 2023. C'est de la présentation publique du projet de Test Canada qui a eu lieu à Shawinigan, vous vous rappellerez. Au mois d'avril, suite à cette présentation de projet-là, on a été amené à revoir les dispositifs réglementaires de notre MRC. On a déposé le premier projet de règlement auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le règlement 147. Au mois de juin, on a tenu une assemblée de consultation auprès de la population à laquelle il y avait à peu près de 300 personnes qui ont répondu, qui a été très riche en échanges, très riche en commentaires, autant positifs que négatifs aussi. On en a tenu compte, et puis suite à cette consultation-là, il y a eu un compte-rendu qui a été dressé, et puis qu'on a pu bonifier, donc revoir un peu les différentes dispositions relatives qui étaient présentes dans notre règlement. Ce qui nous a amené en août-septembre, de faire des allers-retours nombreux avec les ministères pour essayer de voir, de convenir des nouvelles zones, de convenir des nouvelles distances, notamment pour l'implantation des éoliennes. Le 27 novembre dernier, malgré qu'on n'avait pas eu de règlement sur la conformité ou d'autorisation de conformité de la part du ministère, on a redéposé notre règlement, on a adopté notre règlement formellement, donnant à ce moment-là au ministère des Affaires municipales 60 jours pour réagir. Donc, on attendait avec impatience le 27 janvier dernier la réponse du ministère. On l'a reçu, je pense, c'est mercredi ou jeudi, parce que le ministère l'avait envoyé par la poste. Fait que, en date de vendredi le 24, fait qu'on n'utilise pas le courriel, on utilise la poste des fois dans certains cas. Fait que c'était un peu particulier, dans lequel le ministère dit essentiellement qu'il refuse l'adoption de la conformité de notre règlement, le règlement numéro 147. Vous avez la pièce de correspondance qui est jointe au niveau du communiqué, dans lequel ce qu'il dit, c'est qu'il considère qu'on limite indûment l'implantation des éoliennes sur le territoire. Moi, je vous dirais que on a eu, comme je le mentionne, pendant toute la séquence justement dans laquelle ça s'est déroulé durant la dernière année, on a lancé des nombreux appels à différents intervenants, que ce soit le ministère de l'Économie, de l'Innovation, le ministère des Affaires municipales, la Santé publique. On a parlé aux gens de la vallée de transition énergétique pour être informés, pour être éduqués un petit peu sur ce que c'est le développement de l'industrie éolienne, mais aussi le développement de la filière hydrogène, parce que semble-t-il que le développement de la filière hydrogène, ça fait partie d'une stratégie importante du gouvernement du Québec. On voulait savoir qu'est-ce qu'il y avait de bon à nous dire là-dessus pour renseigner la population, pour éduquer nos populations sur les avantages d'un projet comme celui qui est présenté par Test Canada. Nous, on voulait justement connaître les conséquences sur la santé puis l'implantation des éoliennes. On n'a jamais eu de réponse claire de la part des ministères sur nos demandes. Puis je vous dirais qu'on a rencontré les gens du ministère de l'Économie au moins 3 fois, dans lesquelles on les a placé la demande. Le ministère des Affaires municipales, la même chose. La santé publique. Santé publique, on a eu une rencontre d'information pour les élus seulement qui a été présentée à Saint-Narcisse au printemps. C'était l'étude des faits sur la connaissance au niveau de l'industrie éolienne. Le 1er décembre dernier, il y a des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire qui sont entrées en vigueur. Puis une de celles-là qui nous dit qu'on doit favoriser le développement éolien, la protection du territoire agricole et la protection des milieux humides. Nous, pendant le travail qu'on a fait, quand on a regardé les critères, on a tenu compte, je vous dirais, d'établir les zones finalement potentielles, en tenant compte justement de ces critères-là, de favoriser le développement quand même de la filière éolienne, mais aussi en protégeant le territoire agricole, protégeant nos milieux humides, puis l'ensemble des éléments qu'on trouve importants. D'ailleurs, je vous dirais que je vous lirai simplement l'orientation 9 en aménagement du territoire, qui est donc dans les OGAT sur le gouvernement. On dit favoriser la mise en valeur du potentiel éolien du territoire d'une manière qui respecte les particularités du milieu, qui contribue à l'acceptabilité sociale de cette filière énergétique.
Donc, l'objectif 9.1, assurer la compatibilité du développement éolien avec l'aménagement du territoire et prendre en compte les caractéristiques distinctives du milieu et les préoccupations de la population. Puis on dit, l'objectif 9.2 aussi, favoriser l'établissement des parcs éoliens sur les terres du domaine de l'État. Fait que dans ce sens-là, on n'est pas... je vous dirais qu'on on pense qu'on respecte effectivement ces éléments-là. Je recherche sur mon document. Il n'y a pas de problème. Fait que, donc, on sait que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme confère au MRC la gestion du territoire. On sait qu'on ne peut pas limiter de façon indue les types d'activités qui peuvent s'y implanter. Mais on a la responsabilité de réglementer l'implantation de façon à s'assurer d'un développement harmonieux. Alors, le sentiment de la MRC face au refus du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation d'accepter notre règlement, c'est d'abord un sentiment d'incompréhension. On a démontré de la rigueur dans la recherche préliminaire qui a été faite par le département d'aménagement de notre MRC, de par l'exercice de consultation de la population, de la compilation des commentaires, d'enrichissement du projet de règlement qui a été fait par l'ensemble des élus et l'ensemble des intervenants ici pour tenir compte autant des préoccupations de la population, mais aussi de nos particularités de territoire qui est, rappelons-le, fortement agricole. Donc, on pense aussi à la protection des milieux humides, la protection des paysages, etc. Puis le deuxième sentiment qu'on a, c'est un sentiment de colère, parce qu'on a été laissé à nous-mêmes dans un domaine qu'on ne maîtrise pas, qui est la fabrication d'hydrogène. On a eu une absence des ministères et des organismes sur le terrain pour informer les citoyens de l'état des connaissances en matière de développement éolien puis du développement de la filière hydrogène. Alors, pour la suite des choses, le ministère des Affaires municipales et le MEIE particulièrement devront nous démontrer en quoi le règlement adopté limite indûment le développement éolien sur le territoire. On est disposé à les accueillir pour qu'ils viennent nous rencontrer et échanger avec nous sur ce dossier-là, puis on verra qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, des recommandations puis des éléments qui leur apparaissent comme étant non conformes. Puis moi, en terminant, je vous dirais que je veux m'adresser à la ministre Christine Fréchette pour lui demander, que c'est la ministre responsable de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, pour lui demander de rebrasser les cartes en ce qui a trait à l'attribution des blocs énergétiques au Québec. Vous vous rappellerez qu'il y a 350 MW qui ont été accordés à l'entreprise Norvolt, pour lequel le projet semble très, très incertain actuellement. Il y a eu 307 MW qui ont été accordés à une usine dans la région de Bécomo, une usine de production d'hydrogène vert pour alimenter des mines, notamment. Puis ce projet-là, particulièrement à Bécomo, en fait, ce sont deux projets qui sont raccordés au réseau d'Hydro-Québec. Donc, un 661 MW finalement qui sont disponibles donc à être utilisés. Ce que je leur demande, en fait, c'est de rebrasser les cartes puis de revoir si le projet de Bécomo ne pourrait pas être branché sur de l'éolien, parce que je pense que la Côte-Nord est une région qui est beaucoup plus propice à cause du fait qu'il y a de la présence de territoires non habités, qu'il y a aussi un meilleur potentiel de vent sur la Côte-Nord. Et si on a changé 3 fois d'opinion sur la question du troisième lien à Québec, je pense que des questions comme le développement éolien puis qui sera branché sur le réseau d'Hydro-Québec, ça pourrait être revu d'une certaine façon. Et si on veut vraiment parler d'un projet du développement d'une vallée de la transition énergétique dans la Mauricie et au centre du Québec, on devrait considérer la réalisation d'un projet majeur au nord du fleuve. J'ai rien contre ce qui se passe à Bécancour, puis c'est parfait, mais on devrait aussi recevoir des projets structurants. Le projet de TES Canada n'est peut-être pas un projet parfait, mais dans les objectifs, il veut contribuer à décarboner le Québec en développant la filière hydrogène. C'est pas à nous de juger de la qualité ou pas de ce projet-là sur le plan technique, mais par contre, ça peut être une belle occasion pour le gouvernement de poser un geste concret qui permettrait la réalisation de l'investissement sur le territoire de la ville de Shawinigan, mais aussi qui enlèverait vraiment une épine du pied dans le dossier de TES Canada, puis qui permettrait à ce moment-là un développement éolien plus réfléchi, mieux structuré, mieux encadré d'une certaine façon. Alors voilà, ça complète l'élément que j'avais en termes de déclaration. Vous comprendrez que nous, on ne bougera pas
tant que le ministère de l'Économie, le ministère des Affaires municipales viendront pas prendre contact avec nous pour nous dire en quoi ce projet-là il est problématique, en quoi les distances sont inappropriées de ce qu'on a fixé. Il y a plusieurs de mes collègues, de mes confrères, mes consoeurs qui sont ici aujourd'hui. Il y en a qui malheureusement avaient d'autres engagements, mais c'est une position unanime de la MRC des Chenaux dans ce dossier-là. Fait que voilà. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Oui, M. Alex. Une question pour vous. Ça peut paraître cru, mais je pose la question parce que j'imagine que les citoyens se la posent aussi. Pensez-vous que le gouvernement a refusé ça, ce plan de règlement-là, parce que c'est un projet privé, le Canada? Ils ne se mettent pas de l'argent dans les poches? On ne le sait pas. On ne connaît pas l'état des relations entre les intervenants. On peut supposer qu'effectivement, ils ont fait valoir leur point de vue. Ils nous ont mentionné déjà qu'ils trouvaient notre règlement restrictif, mais nous, on n'a pas à se plier. On doit regarder qu'est-ce qui est logique en termes de développement au niveau de notre territoire, puis c'est là-dessus. Oui, M. Régent. Oui, M. Veillette. Est-ce que vous allez composer une réponse écrite à M. Paradis, qui vous a écrit? Vous allez lui écrire un peu ce que vous nous avez dit ce matin? On va lui communiquer la position qu'on prend, puis je pense qu'on va la prendre probablement par voie de résolution aussi à la prochaine séance. Mais déjà, je peux vous mentionner que on ne changera pas d'avis d'une certaine façon. On veut leur redonner justement la charge de venir nous faire cette démonstration-là. Mais non, on ne répondra pas directement à M. Paradis. Une résolution. Vous allez faire une résolution oui. Quand même formelle. Détaillée un petit peu comme ce que vous nous avez... Donc, ce que nous avez parlé, là, de dire peut-être des tests avec un bloc d'électricité un peu plus important, puis on se passerait de mettre des éoliennes. Bien, ça sera, en tout cas, c'est un élément de solution qui pourrait dénouer le projet. Parce qu'il y a comme deux composantes au projet, la construction d'une usine d'hydrogène puis l'alimentation par les éoliennes. Ce qu'on entend, il y a eu un peu de contestation sur la question de l'usine d'hydrogène, à savoir que c'était peut-être pas le projet idéal sur le plan de la recherche en tant que tel. Nous, on n'est pas des spécialistes là-dedans, on n'a pas à se positionner à ce niveau-là. Par contre, on entend beaucoup de contestations sur le déploiement des éoliennes en milieu habité. Réglons cet élément-là, puis à mon avis, on va donner une vraie chance à ce projet-là de pouvoir démarrer. Puis, c'est pas parce que l'énergie n'est pas disponible, là, ces projets-là ont été annoncés, Norvolt, puis le projet sur la Côte-Nord. Fait que je présume qu'on a dû s'assurer qu'il y ait de la disponibilité énergétique avant de les annoncer. J'avais une question technique. Dans la MRC de Mekinac, on a su que c'est principalement la distance par rapport à la ligne de terrain qui posait problème. Est-ce que vous avez eu un peu plus le détail de ce qui accrochait? Je sais pas si on peut avoir... Oui, on nous dit notamment c'est la distance des chemins publics que nous, on a établi à 700 mètres dans le projet de règlement. Fait qu'on nous dit notamment. Fait que est-ce que c'est le seul élément ou s'il y en a plein d'autres qui posent problème, on ne le sait pas actuellement. Mais puis ça, c'est une norme à laquelle on tient parce que en fait, ça nous permet d'évoquer peut-être de la construction le long de nos rangs, donc pour densifier nos périmètres urbains, densifier la population. On est en manque d'habitation sur nos territoires, au même titre que dans les villes. Fait que faut se garder des possibilités dans ce sens-là. Fait que les distances, elles sont correctes à notre avis. Là. Elles sont raisonnables, puis on n'est pas allé dans l'essence des demandes de ceux qui s'opposaient, parce qu'il y aurait eu des 1 km, 1,5 km qui étaient demandés. On n'est pas allé à ce niveau-là. À 700 mètres, ça nous apparaissait comme étant une norme raisonnable, mais qui tenait compte aussi des contraintes sur notre territoire. Je ne sais pas si, Danny, tu veux rajouter des choses, des fois? C'était en plein ça, en fait, de diriger les éoliennes plus en fond de terre pour que ça dérange le moins de monde possible, puis qu'on se garde un certain développement le long de nos rangs. Parce qu'en fait, le territoire de la MRC des Chenaux est peuplé pratiquement à grandeur. C'est vraiment le but. Comme M. Veillette a dit, en fait, c'est une question de réciprocité aussi pour ne pas s'empêcher en fait, des projets vraiment le long des rangs. Oui, M. Alex. Je veux juste essayer de comprendre, ce serait quoi l'impact, en fait, ce serait quoi je vais recommencer. Que deviendrait la responsabilité du gouvernement du Québec si on octroyait des mégawatts au projet de Test Canada? Ce serait eux autres qui devraient s'en occuper de A à Z? Ou... Non, mais en fait, c'est que ça permettrait carrément, à partir du réseau d'Hydro-Québec, de brancher l'usine, puis ça pourrait démarrer. Le projet pourrait... avoir des éoliennes? Tout à fait. Oui, parce qu'en fait, l'approvisionnement nécessite de mémoire autour de 500 MW.
il y avait un 150 MW qui était produit, donc alimenté par le réseau d'Hydro-Québec, puis un 350 MW qui devait aller chercher avec de l'approvisionnement par éolienne. Fait que si on vient tout convertir ça, brancher ça sur le réseau d'Hydro-Québec, ben, le projet peut démarrer. Y aurait-il une meilleure acceptabilité sociale à ce moment-là? Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Oui, M. Stéphane. Vous parlez des nouvelles orientations du gouvernement du 1er décembre. On a mis davantage d'emphase sur le développement éolien dans ce document-là? Pas davantage. C'était déjà présent à l'intérieur des premières orientations gouvernementales. Ce qu'on nous dit, par contre, c'est que si on doit revoir notre réglementation, on devra tenir compte des nouvelles OGAT. Nous, on a l'impression qu'on a vraiment déjà fait le travail dans cette perspective-là, parce qu'on parle de protéger les milieux humides, on parle de protéger la zone agricole. C'est pour ça qu'on a agi de cette façon-là aussi. Là. Sachant que Test Canada voulait déployer quand même autour de 130 éoliennes sur le territoire des deux MRC, est-ce que le règlement que vous avez adopté, est-ce qu'il avait pour effet de limiter vraiment, voire même d'empêcher Test Canada de se déployer, ou selon ce que vous avez vu, il y avait la place pour eux, voire pour d'autres? Bien, selon nous, il y avait la place pour. C'est sûr que c'est plus contraignant quand on a des zones plus restreintes, qui sont plus éloignées, dans certains cas, en fond de l'eau. Tu sais, c'est des éléments là, dans lesquels ils devront construire des chemins, ils devront s'adapter à la réalité du territoire. Par contre, notre objectif, c'est pas d'empêcher Test Canada. Mais on n'a pas fait ce projet-là uniquement pour Test Canada, c'est pour du développement éolien. Peu importe le porteur. Donc, la balle est dans le camp du gouvernement maintenant. Oui. Vous demandez qu'il communique avec vous. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'au lieu de recommencer le travail, de dire, ben, OK, on va s'asseoir ensemble, on va les revoir, puis on va commencer à discuter des distances, puis reproposer un nouveau projet de règlement, on ne veut pas faire ça. Nous, le travail, on l'a fait sérieusement. On a vraiment travaillé fort avec l'ensemble des membres du conseil, l'ensemble de l'équipe de l'aménagement ici. Puis, on est sérieux, là. On est capable de défendre les distances qui sont demandées. On a des objectifs de protection du paysage, on a des objectifs de protection du territoire agricole, des zones humides, la connectivité au niveau des territoires. La population, surtout. La Oui, population. Effectivement. La population aussi, parce que vous les avez entendus, les gens qui s'opposent au projet, les distances qu'ils demandaient étaient de beaucoup supérieures, mais en même temps, on se dit non, on peut pas, il ne faut pas être abusif dans ce qu'on va imposer comme réglementation, puis ça, on l'a bien compris d'une certaine façon. M. Régent? Oui, M. Veillette, vous avez parlé du travail que vous avez fait. Est-ce que justement on pourrait dire que dans la charge de travail qu'a occasionné le dossier des éoliennes, ça a fait travailler la MRC à un rythme 150% par rapport au rythme. Il y a beaucoup de dossiers qui touchent le secteur de l'aménagement actuellement, je vous dirais. Là, les demandes gouvernementales sont énormes. Pensons au plan régional de milieu humide et hydrique, la révision du schéma d'aménagement, le plan climat. Le dossier des éoliennes, c'est un dossier qui a occasionné effectivement beaucoup de discussions, beaucoup de recherches, beaucoup de travail qui a été fait. Je ne suis pas capable de mettre un pourcentage. Peut-être que Danny serait mieux. En fait, ça a été quand même effectivement très prenant. Ça a plus été. En fait, on a plus mis des dossiers de côté, en fait. Là. C'est vraiment là. En fait, on savait au Québec une crise d'habitation. Fait que c'est ça qui a fait en sorte qu'on a mis d'autres affaires de côté pour travailler sur justement ce projet. Parce qu'il y avait une urgence de la part qui était amenée par les gens qui s'opposaient au projet. Il y a eu des discussions, il y a eu de nombreuses discussions. Je sais que Danny a été mis à contribution directement des fois. C'était pas toujours lors des séances publiques que ça se passait, mais son téléphone a sonné à de nombreuses reprises pour bien comprendre les articles du règlement puis un peu la position de la MRC d'une certaine façon. Est-ce qu'il y avait, M. Veillette, est-ce qu'il y avait une date d'échéance, dire, bon, fallait qu'on ait tout déposé pour mars 2025, ou est-ce qu'il y avait une date d'échéance? Non, on n'a pas de date d'échéance en tant que telle. Je sais que Test Canada veut déposer son projet au gouvernement au niveau de l'évaluation environnementale à la fin mars. Est-ce que ça vient changer les délais de leur part? Aucune idée. Mais nous, on a notre propre objectif de finaliser ce dossier-là pour qu'on passe à autre chose aussi d'une certaine façon. Une fois que le règlement de la MRC est adopté, ça s'en va sur le territoire de chacune des municipalités qui ont 6 mois
normalement pour faire soit la concordance directe avec le règlement qui est de la MRC ou modifier le règlement pour augmenter, encore une fois, des fois, les distances. Une municipalité pourrait dire, bien moi, dans telle zone, je tiens aux 700 mètres ou aux 800 mètres, puis où c'est pas assez sévère, on veut aller plus loin que ça. Fait que les municipalités peuvent entreprendre un travail là-dessus, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on passe un autre appel, qu'on soumette ça éventuellement à la population, donc par le biais des changements, des règlements de zonage, puis qu'on voit c'est quoi la réception de nos milieux d'une certaine façon pour pouvoir ouvrir ou fermer le dossier. Là. À l'étape des municipalités, le gouvernement va pouvoir s'interposer encore une fois de la même façon? Normalement, non. D'accord. Une fois que le règlement de la MRC est jugé conforme, après ça, la balle est dans la cour des municipalités. Puis, pour comparer avec Mekinac, vous avez décidé de reviser le schéma d'aménagement. Eux ont adopté un règlement de contrôle intérimaire pour se protéger. Ils l'ont mentionné lorsqu'ils l'ont adopté. Donc, pour l'instant, est-ce que la MRC des Chenaux est protégée aussi d'un tel projet? Danny? Ben, en fait, c'est parce que nous, comparativement à Mekinac, c'est pratiquement permis à nulle part. Tandis que Mekinac, c'était pratiquement permis partout. Fait que nous, c'était pas le même enjeu, en fait. Là. Fait que, c'est ça. Fait que donc, on vient se donner un cadre qui vient ouvrir, d'une certaine façon, qui vient permettre le développement éolien. Mais si le règlement n'est pas accepté, actuellement, c'est pas possible pratiquement nulle part. Fait qu'il y a un enjeu, là, si le gouvernement veut faire en sorte que ce projet-là ait une chance d'émerger, ben, ils devront se rasseoir avec nous puis venir nous convaincre d'une certaine façon que de la justesse là, de... Puis les municipalités ne peuvent pas bouger non plus tant que les balises de base sont mises en place, en fait. Là. C'est là le coup la poule. Je m'avance peut-être un peu, mais mettons que le ministère ne se montre pas assez convaincant et que la MRC ne veut pas changer de position. Qu'est-ce qui arriverait à ce moment-là? On n'aura pas de règlement, ça ne serait pas permis, Non. il n'y aurait pas de projet. OK. Est-ce que le gouvernement pourrait imposer quelque chose? Ben, en fait, c'est que ce ne serait pas encadré au niveau de la MRC, mais une municipalité locale pourrait modifier son règlement en conséquence. Mais on regarde toutes les options. En fait, il y a plusieurs options sur la table. C'est quelque chose qui est quand même assez complexe. C'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite avoir une lecture vraiment régionale. Donc, on a réfléchi aux distances. Je pense que le travail, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, c'est un travail sérieux qu'on a fait. Fait que là-dessus, on pense que ce qu'on a déposé tient la route, puis serait accepté dans une large majorité sur chacun des territoires de municipalité. Mais il y a un travail qui doit être fait localement. Sur la réponse, les municipalités pourraient décider de leur côté, mais il faut que ce soit approuvé à la MRC. Non? Oui. Mais nous, il n'y a pas de temps de restriction dans notre schéma présentement. Non, mais dans le sens, quand il y a une modification au zonage de municipalité, c'est une résolution qui est donnée à la... Oui, un règlement qui est en MRC, nous, on juge si c'est conforme ou pas, comme si une résolution de la MRC. On voit que il n'y a plus une conformité par rapport à ça. Oui, M. Régent. On pourrait ironiser et dire il reste juste la mise en tutelle. Je pense pas que ce soit une raison de nous mettre en tutelle. Non, je sais pas. C'est ça, parce qu'on est très présent et on est très à nos affaires d'une certaine façon. Mais écoutez, on est des gouvernements de proximité. Je comprends pas qu'on nous... Puis honnêtement, dans cet exercice-là, j'ai l'impression que nous, on est au service des ministères, alors que ça devrait être le contraire. Les ministères devraient être au service des municipalités pour nous aider à régler des questions au niveau du quotidien. Fait que je trouve que dans ce rapport-là, faut réinverser ça. Il faut changer la donne un peu d'une certaine façon. Je ne sais pas si des fois il y a de mes collègues, mes consoeurs qui veulent rajouter des choses, là, mais Tout est ça va? C'est bien dit. bien, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde de votre présence. Si vous n'avez pas d'autres questions, je suis disponible des fois s'il y a d'autres... moi ou Danny ou quelqu'un d'autre de la MRC pourra être disponible à ce moment-là pour des réactions supplémentaires si jamais vous en avez besoin. Merci. Merci d'avoir été là.